Amis Zencrise et youtubeurs, bonjour. Avec un peu de retard, je le concède et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais il me manquait les dernières pièces du puzzle pour essayer de vous présenter une photo à l'instant T la plus complète possible. Photo de ce mouvement brownien actuel dans lequel nous pataugeons et essayons de trouver des repères. Et pourtant, mouvement brownien qui n'est que la suite logique des événements que j'avais évoqués lors d'une conférence donnée à Lorient le 18 mars 2011. Donc ça va faire bientôt 10 ans, et qui avait fait l'objet d'une publication de 140 pages que je vais essayer d'ailleurs de vous tronçonner et de vous mettre en ligne sur le site Zenlist, www.zenlist.fr, et où on y retrouve, mais comme bien d'autres exercices de prospective et de réflexion, on y retrouve à peu près tous les éléments que nous vivons aujourd'hui dans le bordel actuel. Donc voici donc In Extremis, pour boucler cette année 2020, la dernière vidéo de la série, ça doit être la 20e ou 23e, sous cette forme et de cette durée. Donc non, on ne va pas parler du Covid, du moins pas du Covid en tant que tel, pour ne pas trop tirer sur leur bilan, ou du moins le corbillard gouvernemental, ni rajouter du bruit au bruit, mais on va essayer de prendre un peu de hauteur avec comme titre « De la démondialisation heureuse à la fragmentation sauvage » pour une gouvernance et une monnaie mondiale. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser là à ce qui régit le monde, c'est-à-dire la géoéconomie. C'est la finalité, eh bien, celle-ci passe par la finance globale, imaginée à la fin du XVIIIe siècle par la Banque d'Amsterdam. Donc les Hollandais étaient déjà des commerçants nés, puisque la première crise financière date de cette époque, c'était la crise des oignons de tulipes. Et là, la Banque d'Amsterdam avait déjà imaginé une monnaie globale ou une monnaie mondiale. Ensuite, ça s'est concrétisé en 1944 lors des accords de Bretton Woods par la création du FMI, entre autres, et le dollar comme monnaie de réserve. Donc, je comprends que tout ça, ça puisse vous paraître un peu lunaire, décalé, inapproprié, sans rapport avec la problématique du moment. Et pourtant, le Covid n'est qu'un catalyseur, un accélérateur et un sacré allié pour cette finalité d'un tout autre niveau pour votre avenir que votre avenir et celui de nos enfants. Et cette finalité, vous ne l'éviterez pas ni avec le vaccin, ni avec un Butenwald. Mais vous pouvez aussi vous contenter de cette introduction et de la conclusion. Je ne serai pas vexé pour autant. C'est un sujet qui n'est pas facile, qui n'est pas très drôle, mais je prendrai le temps qu'il faut parce que je pense que l'on ne peut pas comprendre le futur sans comprendre la cause de la cause, et on ne peut pas être à même de développer une stratégie de résilience face aux conséquences des conséquences qui nous attendent. Donc, c'est parti. Alors, durant une courte période, en faisant fi des fondamentaux des relations internationales, on a essayé de nous vendre l'idée, enfin, nos dirigeants ont essayé de nous vendre l'idée d'une éventuelle démondialisation heureuse, voire éventuellement menant la France à une réindustrialisation avec des relocalisations. Si c'était pas si grave, j'en rirais presque, parce que plus c'est gros et mieux ça passe, et ça occupe les gogos. Cela consiste avant tout à voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit plutôt que tel qu'il est, et ça évite à nos dirigeants, ou du moins va remplacer le mot dirigeant par nos administrateurs, puisque la France n'est plus gouvernée, elle est dirigée, elle est plutôt administrée, parce que certains appellent l'État profond, et donc ça évite à nos dirigeants de faire semblant. État profond dont Michel Onfray en a fait le numéro 2 de sa revue Front Populaire, qui énumère et décrit, et fait décrire par un tas de pointures et de spécialistes, la destruction minutieuse de tous les domaines de la nation France dans le but d'une gouvernance mondiale, seule vraie finalité comme nous allons le démontrer. Alors, certes, notre administration est en surcharge pondérale, comme dirait un médecin, surcharge pondérale croissante et d'une inefficacité, voire complicatrice, sans égale. En dehors de ces mensonges, les responsables, ce sont bien par défaut les hommes politiques. Et dans ce sens, Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense, rappelait
également qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Bon, d'ailleurs, il s'en était fait une spécialité. Le principal des fondamentaux de ce monde, depuis que l'homme est homme, est le besoin et l'envie de pouvoir et d'hégémonie les uns sur les autres, en passant forcément par la force et donc en terminant forcément par une guerre. D'ailleurs, la géographie a principalement servi à faire des guerres dans tous les temps. Alors, guerre économique, financière, technologique, géopolitique, de l'innovation, guerre des égos également, mais surtout et avant tout, guerre monétaire. On a du mal à comprendre que c'est la guerre principale, la guerre des monnaies, mais généralement, la guerre monétaire se termine sur la guerre militaire, mais les deux vont de pair. Et d'ailleurs, régulièrement, les pays s'accusent de jouer avec leur monnaie. Donc la guerre, c'est pas la continuité de la diplomatie, comme on en a pu l'entendre, mais c'est la continuité de toutes les autres guerres, dont le but est de s'y préparer en disposant de plus de forces possibles. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Donc, la domination financière précédant généralement toutes les autres, notre situation globale actuelle sur ce point trouve en réalité ses fondements, comme je vous disais, à la fin du 19e, comme le démontre magistralement et de façon iconoclaste et non conforme Valéry Burgot. Et là, je vous conseille fortement l'un ou l'autre. Le deuxième, Demain dès l'aube, le renouveau, étant un peu le résumé du premier, qui explique les raisons du désordre mondial. Sinon, vous ne perdrez pas votre temps non plus à écouter sur YouTube l'interview de Catherine Austin Fitts, ex-assistante du secrétaire d'État au logement sous l'administration George W. Bush, qui a dénoncé tout un tas de scandales et de fraudes dans un énorme rapport qui porte le nom de sa société, Solari. Elle confirme et explique comment les banquiers centraux, donc privés, quand on parle des banques centrales, on a l'impression qu'on parle de quelque chose de public. En réalité, les banques centrales sont privées, c'est-à-dire que les États ont confié à des banques privées le droit de battre monnaie, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui fait leur légitimité. Et donc, ces banques centrales appartiennent à 16 ou 26 banques pour la Fed américaine, mais ce sont des banques privées qui défendent des intérêts privés. Et donc, les banquiers centraux veulent remplacer le dollar en tant que monnaie de réserve par un nouveau système, pas encore prêt, mais qui a déjà été testé, sans que personne s'en rende compte. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle monnaie comme on a vu arriver l'euro qui a remplacé le franc, le Deutschmark et puis un tas d'autres monnaies, mais d'un système de transaction totalement numérique. En gros, des 0 et des 1 que l'on balade comme l'on veut et que l'on multiplie ou confisque en un seul clic de souris, ce qui est quand même plus pratique. Donc, le problème de ces banquiers centraux, c'est de faire admettre un truc dont personne ne voudrait si les gens comprenaient de quoi il s'agit. Alors, pour cela, il faut donc passer, comme d'habitude, par la ruse, l'endormissement par la télé et les burgers, le mensonge, la communication via la presse aux ordres et la peur. Or, quoi de mieux qu'un ennemi invisible, comme le terrorisme ou le virus, pour faire passer des mesures totalitaires? Il n'y a même pas besoin de forcer quand les gens ont peur, il n'y a pas besoin de pousser derrière, c'est eux qui viennent vers le gouvernement, généralement vers l'État-providence, pour demander des mesures assurant la sécurité, assurant éventuellement leurs revenus, et ce, évidemment, en échange d'un peu plus de concessions sur leur liberté. Donc on échange de la sécurité contre de la liberté, et si ça ne suffit pas, le gouvernement divise pour mieux régner. Donc les bleus contre les rouges, les fonctionnaires contre les chômeurs, les un peu riches contre les un peu pauvres, etc. Rien de plus facile dans une société qui est devenue quand même un kaléidoscope. Donc j'ai déjà traité le sujet de la pandémie de totalitarisme dans une précédente vidéo que vous retrouverez sur YouTube, et je vous renvoie à celle du docteur Thierry Charrier, donc sur sa chaîne Thierry Charrier, pour tout ce qui touche à l'aspect psychologique du sujet qu'il traite dans de nombreuses vidéos et de façon beaucoup plus limpide que je ne peux le faire. Je sais, et j'aimerais croire que l'homme n'est bon et que c'est le monde qui le pervertit. Mais ça,
ça fait plus de mal que de bien. Je ne sais plus dans quel film, je crois que c'est dans Shooter, qui commence par cette citation. Il y a 3 types d'hommes, les loups, les moutons et les chiens de berger pour défendre les moutons. Nous parlerons du rôle des chiens de berger dans une prochaine courte vidéo traitant de l'éternelle trahison de la France vis-à-vis de la mémoire de ses soldats tombés pour la cause, et cette fois-ci au Mali. Pour les 2 autres catégories, les loups et les moutons, vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire une idée. Donc pour revenir au sujet de la monnaie, quand un pays comme la France présente un déficit croissant de plus de 3% depuis des décennies, argent prêté par les étrangers rien que pour pouvoir juste vivre au quotidien, alors que vos voisins européens pendant ce temps-là font des efforts, ce qu'on a appelé les avares, peu importe, les économes, ce n'est pas seulement le PSG que vous perdez, mais votre indépendance tout aussi sûrement qu'avec une défaite militaire. D'où l'importance, encore une fois, de la guerre économique et de la guerre financière et monétaire. Donc tous les grands penseurs l'ont écrit, en commençant par Napoléon, qui disait que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, ou l'inverse, mais peu importe, c'est la même chose. Donc quant au Covid, il est ici qu'un élément déclencheur, le révélateur, voire le catalyseur et l'accélérateur instrumentalisé pour transformer une menace en opportunité à partir d'une situation qui était déjà bien établie. Nos problèmes de déficit, ils ne datent pas du Covid. Ça fait des années qu'on se trimballe. Donc l'instauration d'un gouvernement mondial est là le bon prétexte, puisque dans une logique imparable, problème mondial égale solution mondiale, égale décision et gouvernement mondial, et forcément monnaie mondiale. Voilà ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. Donc d'ailleurs, celle-ci, la monnaie mondiale, les gens la connaissent peu, mais elle existe déjà. Elle s'appelle le DTS, comme droit de tirage spéciaux. Alors c'est pas une vraie monnaie réelle ni grand public, hein. C'est une sorte de système de compensation entre institutions financières mondiales. Deuxième erreur que nous commettons, après avoir sous-estimé l'importance des guerres financières et monétaires, la deuxième erreur, on l'a déjà commise une fois lors de l'élection du président des États-Unis, président Obama, où beaucoup de gens, surtout en Occident et notamment en France, ont cru qu'il s'agissait de l'élection du président du monde. Eh bien, pas encore. Ils n'imagineraient pas que son mandat serait dans ce monde de guerre de toutes sortes, où dans un premier temps les chômeurs précèdent les morts, celui de America First. Il n'y a pas de raison. Il a été élu par le peuple américain. Sa préoccupation, c'est le bien-être des États-Unis, pas du monde. Alors certes, de façon plus soft qu'a pu le faire le président Trump, mais sans commune mesure avec Kennedy qui a payé de sa vie son opposition au Deep State, donc à l'État profond, qui lui a par contre mené Obama au pouvoir. Alors ces mêmes aficionados d'Obama continuent d'oublier que ce président américain a battu tous les records du monde en nombre de tirs de missiles depuis des drones. Alors tirs de missiles à la mode américaine, c'est-à-dire que les opérateurs sont aux États-Unis et une fois qu'ils ont fini la journée de boulot, ils vont chercher les gamins à l'école et ces tirs donc, qui s'effectuent depuis les États-Unis se font également avec le moins possible d'empreintes au sol pour éviter les pertes, et donc ça génère des dégâts collatéraux phénoménaux, comme on a pu le voir en Afghanistan, quand ce ne sont pas des sociétés privées qui se chargent de faire le ménage. Et pourtant, ce président a quand même reçu le prix Nobel de la paix. Une incohérence de plus, et donc l'Obama Mania, si je puis appeler ça comme ça, continue avec la vente de son dernier livre traduit en 18 langues, enfin vendu dans 18 pays, excusez-moi. Et selon un sondage, 11% des Français ont confiance en Donald Trump à la fin de son mandat contre 84% pour Obama. 84% des Français ont confiance en Obama. Donc la conclusion, elle est assez simple. Il fera donc certainement un excellent président pour un éventuel futur nouvel ordre mondial. Notre président actuel, le nôtre, celui au look de Jean parfait, et usant de tous les subterfuges de la démocratie, a lui été mis en place par le plus grand faiseur et le plus mondialiste faiseur de rois en France, à savoir le très brillant Jacques Attali et la loge Le Siècle. Alors cet orateur exceptionnel, j'avoue que je suis
à chaque fois en admiration devant sa brillance intellectuelle et ses capacités à convaincre, même si je ne partage pas ses idées. Donc cet orateur exceptionnel a donné, comme le plus souvent sans note, une conférence à Polytechnique en 2016, conférence d'1 heure, où il a réussi à glisser à 3 fois à l'auditoire, donc l'auditoire à Polytechnique, ce sont les futurs dirigeants de la France. Il a réussi à leur glisser 3 fois l'idée d'un gouvernement, l'idée ou plutôt la nécessité d'un gouvernement mondial, de façon évidemment très cohérente et très étayée. Pour le financement de la campagne électorale, donc de celui qu'il a contribué à mettre en place, notre nouveau président, il n'y a pas eu besoin de vendre de t-shirts ou bien de faire des collectes si ce n'est pour la forme. Tout s'est réglé en une seule journée à la City, comme par hasard. La City qui est le lieu de toutes les décisions concernant la finance mondiale. C'est pas New York, c'est la City, ou c'était, je sais pas ce que ça va devenir avec le Brexit, mais c'était la City, le point névralgique. Faisons un bref passage dans l'histoire pour connaître le passé, afin d'imaginer les futurs possibles, ce qui nous servira d'exercice de prospective pour 2021 et suivante. Donc la Dupri a commencé avec la chute du mur de Berlin, qui au passage est tombé avec des idées, des coups bas, mais pas avec des missiles. Et donc on est passé à ce moment-là d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, où les USA et leur soi-disant démocratie exportable sont sortis grands vainqueurs de ce combat et sont devenus donc autodésignés d'une part mère Mackerel et d'autre part gendarmes du monde en même temps. Je crois que c'était Gorbatchev qui leur avait dit on va vous faire un cadeau empoisonné, on va vous priver de votre ennemi. Et donc les Américains se sont réinventés des ennemis derrière. Et j'avais traité ça dans un papier que vous retrouverez toujours sur le site Zenith. Ces Américains ne sont pas nos amis, au mieux des alliés intéressés. Et donc, ce changement, cette chute du mur, a été notamment pour la Chine, entre autres, le signe que la révolution était en marche et que la première place était à leur portée grâce à leur vision sur le temps long. Signal que personne n'a voulu voir ni entendre, malgré les annonces sans quiproquo. Ainsi, il y a 22 ans à peu près, j'ai eu le plaisir d'assister à l'Institut de Locard à une conférence de l'ambassadeur de Chine en France, qui nous a fait une conférence dans un français parfait et qui expliquait en toute transparence la totalité du plan quinquennal ou des plans quinquennaux pour la Chine. Et donc, en 3 étapes. Pour eux, la première étape, c'était d'apprendre à travailler sur les technologies simples en devenant l'usine du monde, donc à coup de dumping. On est les moins chers. Ce qui n'était pas dit, c'est que ça leur a permis au passage de ramener des millions de paysans dans des espèces de villes, cités, dortoirs, usines en même temps, et de maintenir la paix sociale en les nourrissant. Et à Tiananmen près pour la paix sociale. Étape numéro 2, montée en gamme technologique en apprenant et évidemment en copiant, puisque ça c'est une seconde nature chez eux, pour arriver à l'étape numéro 3, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire monter en gamme technologique pour jusqu'à développer ses propres technologies et jouer dans la cour des grands jusqu'à devenir le leader de certaines technologies, surtout quand on détient 85% des terres rares qui servent à ces technologies. Alors, comme ça ne semblait pas assez clair, il y a un auditeur qui a posé une question idiote. Je ne sais plus laquelle c'était. La réponse ne s'est pas fait attendre. L'ambassadeur a répondu, mais alors avec le petit sourire narquois du Chinois qui ne va pas tarder à vous enfumer. Monsieur, aujourd'hui, on forme 2 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis. Que croyez-vous qu'il va se passer dans 5 ans? Qu'on va continuer à vous vendre des t-shirts à pas cher? Et là, tout était dit. Il suffisait d'entendre. Donc, la Chine, d'une part, est restée l'usine du monde, d'autre part, est restée leader sur les marchés 1 et 2, enfin sur les étapes 1 et 2, et est devenue également le leader sur l'étape 3 dans de nombreux domaines. Donc ils vont dans l'espace avec des fusées qui, eux, n'ont pas besoin de louer au privé comme le fait la NASA, qui est devenue l'ombre de son ombre. Ils sont les premiers à avoir mis un satellite quantique de communication.
Ils prennent des places majeures sur la 5 et 6G, sur la reconnaissance faciale. Mais comme on ne change pas facilement d'ADN, la copie et le renseignement et la ruse faisant partie de leur concept, c'est vrai qu'en ce moment, leur méthode rencontre quelques blocages, notamment avec les conflits Huawei sur la 5G. Petite remarque au passage, à force de tous se retrouver dans l'espace, la prochaine escarmouche militaire pourrait très bien avoir lieu autour de la Lune ou autour de Mars, puisque tout le monde y va. Il y a également autre chose qui leur reste comme motivation, c'est la rancœur de la guerre de l'opium que leur ont mené les Anglais à l'époque, dont ils entendent bien nous faire payer les intérêts, aux poros, comme ils nous appellent, d'après mon professeur d'histoire, Joseph, mon professeur d'histoire comparée. Et donc, pour revenir sur leur étape 1, 2, 3, 4, le prochain plan quinquennal chinois prévoit 1400 milliards de dollars dans les nouvelles technologies, donc intelligence artificielle, 5 et 6G, voitures autonomes et ainsi de suite. Et donc quand le président Xi Jinping dit qu'il veut réduire la dépendance vis-à-vis des technologies, c'est comme quand des technologies américaines notamment qui leur ont mis quelques censures sur les appros. Il est évident que c'est comme quand il dit « je veux aller sur la Lune », on va sur la Lune, point. On n'a pas su écouter et je pense que les GAFAM n'ont qu'à bien se tenir pour ce qui prend la forme d'une guerre commerciale déclarée avec l'Inde en embuscade, Inde et Chine qui d'ailleurs se chamaillent régulièrement sur les frontières en faisant quelques morts. Chine qui, au passage, à force de ruse et grâce à notre naïveté, a réussi à se faire admettre dans l'OMC en bénéficiant des conditions exceptionnelles des pays en voie de développement. Alors certes, c'était pas totalement fou, ils étaient en voie de développement, mais en voie de développement vers la première place. Donc non seulement ils étaient en train de nous rattraper, mais en plus on leur a concédé des réductions sur les taxes et autres et des conditions privilégiées. Et donc il y a de grandes chances qu'ils prennent cette première place économiquement parlant avant 2030, même si on constate également qu'en mer de Chine, il y a la puissance militaire maritime chinoise est supérieure actuellement à celle des États-Unis. Donc la Chine, elle est déjà grande gagnante et elle s'est renforcée de cet épiphénomène qui est pour elle le Covid. Son PIB sera plus fort à la sortie qu'il était à l'entrée, c'est-à-dire qu'on passe de plus 6 à plus 8, ce qui lui évitera une récession et qui génère la récession, enfin, lui évitera cette récession générée quasiment par le virus dans tous les pays, et notamment la France. Virus qui, au demeurant, vient de Chine. Donc c'est un petit clin d'œil de l'histoire. Alors je ne sais pas si c'est manipulé, pas manipulé, je ne vais pas jusque-là. Et pourtant la Chine a quand même bien traîné les pieds pour donner des chiffres, et qui plus est des chiffres faux. Donc le seul changement qu'on peut constater dans cette boulimie industrielle, c'est que ça nécessite des approvisionnements croissants en matières premières et approvisionnements qui viennent largement de l'Afrique en passant des marchés de dupes ou tout simplement en usant du traditionnel cancer africain qu'est la corruption. Le tout générant la nécessité de sécuriser les approvisionnements et donc les routes maritimes, soit en achetant les ports ou les aéroports pour leur nouvelle route de la soie. Autre changement majeur dans leur longue histoire, jusqu'à présent, la Chine n'avait pas été un pays conquérant. Alors, il y avait eu quelques escarmouches, ils ont quelques escarmouches dans leur histoire pour toujours des problèmes de frontières, mais on n'avait jamais vu la Chine, on n'avait jamais vu chez les Chinois une volonté expansionniste. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de constater. D'une part en mer de Chine où ils grappillent, voire ils construisent des îlots pour gagner, et ce en conflit avec leurs voisins, mais également en Sibérie où la démographie russe permet plus d'assurer la couverture démographique de la Sibérie. Donc on est en train d'assister à une chinoisation
de la Sibérie. Un petit chiffre, en 2010, la Chine avait 322 instituts Confucius, donc instituts qui représentent la Chine, c'est un peu comme des chambres de commerce internationales. 322 en 2010, ils en sont à 530 en 2020. Ça vous donne une idée de leur volonté. Mais le seul changement qui doit nous interpeller dans ce changement de centre de gravité du monde, c'est que le président Xi Jinping, qui est élu président à vie, vient en effet, via sa politique à Taïwan et à Hong Kong, de mettre un coup de canif dans le concept « un pays, deux systèmes », qui mariait le communisme et le capitalisme à son plus grand profit. Donc il jouait sur les deux. Et là, récemment, il vient de remettre au pas Jack Ma, le très médiatique patron d'Alibaba, qui a carrément disparu de la circulation. Sa photo a été enlevée de tous les spots publicitaires. On ne sait pas où il est passé. Et la méga introduction en bourse qui devait avoir lieu a tout simplement été annulée. Pour celui qui, aux yeux du président, à mon avis, avait pris un peu trop goût au libéralisme. Il avait une petite phrase malheureuse, ce brave Jack Ma, qui s'apprêtait d'ailleurs à quitter la présidence d'Alibaba. Il avait dit « On ne peut pas gouverner aujourd'hui comme hier ». En gros, c'est quand même une attaque directe envers le président chinois qui ne pouvait pas admettre ça. Donc tout cela au risque d'affaiblir Alibaba vis-à-vis de son concurrent américain Amazon. Mais là aussi, encore une fois, ou en même temps, puisque c'est à la mode, là aussi c'est du quoi qu'il en coûte. Quitte à perdre la place de leader ou à aller tailler des croupières à Amazon, on sort un opposant politique potentiel. Je finis sur la Chine. Vous allez me dire pourquoi cet indigeste et long chapitre sur la Chine. Eh bien, patience, on arrive au dessert, le dessert qui explique pourquoi il y avait eu autant de plats avant. Eh bien, c'est tout simplement à cause de sa politique monétaire. Politique qui va de pair avec son attitude géopolitique et qui va de l'interdiction de l'installation de plateformes pour miner des crypto-monnaies, donc interdiction de créer de la crypto-monnaie en Chine. D'un autre côté, elle achète massivement de l'or depuis des années pour pouvoir offrir des garanties à sa monnaie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le dollar n'étant plus indexé à l'or depuis que Nixon l'a décorrélé en 71, les Américains impriment du billet toutes les nuits, ce qui fait que la valeur du dollar baisse, en dehors de la valeur faciale, la valeur réelle du dollar baisse, alors que les Chinois, face à leur yuan, qui sert de plus en plus dans les échanges internationaux, ils ont de l'or physique qui reste la seule référence, plein leur coffre. Tout cela pour arriver à la conclusion que la Chine sera peut-être le dernier rempart à la mise en place d'une gouvernance ou d'une monnaie mondiale auquel elle pourrait s'opposer ou offrir peut-être, aux côtés des Russes ou d'autres, une autre alternative à cette monnaie mondiale. Alternative que nous aurions tout intérêt en tant qu'Européens, enfin, si l'Europe existait. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'Europe, aujourd'hui, après le Brexit, si la France sortait de l'Europe, l'Europe n'existe plus. Donc, quand on va négocier à Bruxelles, on a, à mon avis, plus de poids que ce qu'on imagine, notamment vis-à-vis de nos amis allemands. Donc, on ferait bien de regarder cette alternative, parce que malheureusement, en gros et en conclusion, nous pourrions avoir à choisir entre l'ogre chinois ou l'asservissement au nouvel ordre mondial. Même si ces deux scénarios, derrière ces deux scénarios, toutes les autres hypothèses sont possibles. Mais aujourd'hui, pour ma part, et humblement, c'est ce que je vois se dessiner. D'un côté, une alliance Chine, Russie et puis 2-3 autres pays, et potentiellement des pays européens qui pourraient très bien être attirés par le yuan plutôt que par une monnaie mondiale. Pour finir avec la Chine et être honnête jusqu'au bout, il faut reconnaître que, comme toute bonne république populaire où les présidents se sont arrangés pour y rester et être à vie, et non justiciables quand ils sont sortis, en quittant le pouvoir, ils ont le temps pour eux, comparé à nos présidents à usage unique qui ont bien du mal à faire passer la moindre réformette et se contentent d'entasser des cadavres dans les tiroirs en remplissant les missions
pour lesquelles ils ont été nommés. Notre président, comme d'autres présidents, ont été mis en place par des groupes, des systèmes, notamment ceux qui étaient la City et qui ont financé sa campagne électorale avec une mission. Voilà, sa mission, c'est d'exécuter. Alors, certes, c'est un peu plus compliqué. Donc la mission, excusez-moi, pour moi, la mission, c'est que tout bouge pour que rien ne change. Donc, c'est un peu plus fatigant pour les chats noirs qui cumulent d'une part un Benalla, d'autre part des gilets jaunes, mais qui heureusement sont sauvés, auraient pu être sauvés par le gong, par le virus. Gilets jaunes qui, au passage, avaient réuni tous les éléments pour faire tomber le gouvernement s'il s'y était pas pris comme des manches, parce que gouverner dirigé par des manches, tout bêtement. Donc le virus qui en fin de compte tombe à pic pour compenser et permettre le passage en douceur à plus de totalitarisme. Je pense que ce virus, encore une fois, je ne suis pas dans la théorie du complot, ce virus, c'est simplement pour moi une menace qui a été transformée en opportunité et qui a permis de passer un tas de choses, comme l'avaient permis les attentats terroristes et notamment des lois liberticides. Et après le passage d'un Trump qui a explosé quasiment toutes les instances internationales pour les remplacer par des accords bilatéraux qui négocient dans un rapport de force, l'ONU, l'OMS, l'OTAN, le FMI, l'OMC, la BRI, la BRED, la BEI, tous ces machins, comme les appelait le général de Gaulle, alors certes vérolés et improductifs, coûteux, infiltrés pour la plupart, mais en quittant la table, c'est autant de place que les États-Unis laissent d'une part aux Chinois et d'autre part à Bill Gates, notamment en ce qui concerne l'OMS. Mais ailleurs, c'est pareil. Et ces deux puissances, que sont la Chine et les GAFAM, finiront bien un jour par soit s'allier, soit se bouffer le nez. Ce sera un autre type de conflit. Alors, par ailleurs, comme il n'y a plus de shérifs ni de gendarmes dans le monde, gendarme qui d'ailleurs rapatrie ses boys aux États-Unis sans prévenir ses alliés, dont il se fichait royalement comme de ses conseillers. Cela donne des idées forcément à d'autres, comme la Turquie, qui se verrait bien refaire une grande Turquie. Et grande Turquie, que j'appellerais une autre démocratie familiale, au bord de l'explosion économique et sociale, dont le dirigeant tout aussi psychopathe focalise donc l'attention de son peuple sur les conflits extérieurs et soutient un autre cancer, le djihadisme, qui a aussi pignon sur rue chez nos chers émirs, qui est d'ailleurs le titre d'un bouquin, nos chers émirs, qui est à lire également. Donc, djihadiste au nom divers et parfois en conflit pour dépecer la même proie, mais aux finalités identiques, c'est-à-dire imposer la charia. Il y en a qui veulent imposer l'ordre mondial et une monnaie mondiale, et d'autres veulent imposer la charia. Donc, djihadistes qui sont en train de conquérir le Sahel, qui vont pas tarder à négocier, avec ou sans l'accord de Paris, avant de s'accaparer, en gros, tout le nord de l'Afrique, au-dessus de l'équateur, une fois que la Côte d'Ivoire, dont le nord d'ailleurs est islamique, et le président Ouattara, qui vient d'être élu avec le soutien de la France, vient du nord islamiste, et puis Sénégal, dernier pays à tomber, Sénégal, pays également musulman, mais je dirais un islam comme on en rêve. Donc, la nature ayant horreur du vide, depuis Vatican II, le poids pris par le bloc islamique et en raison notamment de la démographie, ça c'est une règle, voilà. C'était Arafat qui disait la force la plus puissante des Palestiniens, c'est le ventre de nos femmes. Eh bien, la démographie, c'est dur de lutter contre, surtout quand les valeurs morales s'effacent et que nous, Occident, nous n'avons plus à proposer comme valeur que celle du merchandising et puis du commerce à tout va. Il semblerait, à valider, mais j'ai pas eu le temps de valider, il semblerait que le pape lui-même aurait demandé à ce que la Banque du Vatican devienne une banque comme les autres, c'est-à-dire avec les mêmes droits et ainsi de suite, et donc participe à ce grand banquet que serait la mise en place d'une monnaie mondiale. Donc si
Même le Vatican passe de l'autre côté. Effectivement, les blocs entre les islamistes, les Chinois, le nouvel ordre mondial, ça va se bousculer au porte-tournant. Vous ajoutez à cela les mafias en tout genre qui injectent dans le système bancaire. Rien que pour la drogue, tous les ans, c'est 350 milliards de dollars qui sont injectés par les mafias, rien que sur la drogue. Et si on prend en compte le fait que les saisies représentent 1% de ce qui se fait, vous rajoutez à ça les paradis fiscaux, l'optimisation fiscale, la corruption, et vous avez une vision assez juste de ce paradis qui est devenu le monde moderne, fragmenté jusqu'à sa plus petite entité, c'est-à-dire la cellule individuelle, l'humain. Jean-Marc Jacovici, qui est un spécialiste de l'écologie, mais de l'écologie constructive, patron de Bismarck, rajoute lui que nous allons devoir nous adapter à deux changements, moins de ressources pour gérer plus d'emmerdes. Je pense que c'est une belle phrase. Donc pour en savoir plus sur cette mondialisation rampante dont le point d'entrée est la finance, je vous invite également je vous réinvite à vous référer à La raison cachée du désordre mondial de Valérie Bigot, et préfacé par le général Dominique Delaware, qui n'est ni plus ni moins que l'ancien chef du bureau Situation, Renseignement, Guerre électronique à l'état-major interarmé de la planification européenne, qui estime, et là je le cite, « Les conclusions de Valérie Bigot rejoignent le plus souvent les conclusions obtenues avec une approche différente par des experts du renseignement non inféodés au système. » On ne peut pas avoir, je dirais, une plus belle préface quant à la qualité du livre qu'elle a fait. Cette docteure en économie nous offre et nous propose des solutions qui seront probablement pas appliquées et jugées certainement complotistes par la presse bien pensante. Donc, il en va de même pour d'autres prospectivistes et analystes comme Simone Wappler qui préfère défendre depuis longtemps l'existence d'un projet du Great Reset, c'est-à-dire ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le remplacement du dollar comme monnaie réserve par une nouvelle monnaie, c'est-à-dire une remise à zéro des compteurs, avec certainement, si vous êtes employé dans une banque, une petite banque, vous avez du souci à vous faire parce que une bonne partie des banques vont faire faillite dans les années à venir. D'une part parce qu'il va y avoir des prêts hors prêts garantis par l'État qui ne seront pas remboursés, et d'autre part parce que ce grand remue-ménage, forcément, va générer de la concentration. Donc, je cite Simone Wappler, « Un gouvernement mondial est le Graal des élites dirigeantes, qu'elles soient du monde politique, de celui des fonctionnaires internationaux ou des dirigeants de très grandes entreprises. Avec un gouvernement mondial, les patrons de multinationales n'auraient qu'un seul endroit de lobbying, qu'un seul système législatif à influencer pour obtenir une loi mondiale qui les favoriserait. Les politiciens locaux, nationaux, continueraient à être rémunérés pour services rendus. C'est ce qui est le cas actuellement. Votre vote, qui déjà aujourd'hui ne vaut rien, dans un État centralisé comme celui de la France, vaudrait moins que rien dans un gouvernement mondial où le sommet serait encore plus éloigné de la base. Le gouvernement mondial a en outre le mérite de supprimer toute concurrence politique. Nous deviendrons donc des cobayes consentants d'élites bien pensantes qui pourraient tester toutes les idées farfelues leur traversant la tête. Voilà, je citais Simone Wappler, donc vous trouvez évidemment dans la version papier toutes les références et les liens. Et donc, vous me direz, et la France dans tout cela? Eh bien que possédant l'arme nucléaire, un porte-avions, une des meilleures armées du monde, une armée avec des généraux qui savent gagner les guerres, on perd la paix mais on sait gagner les guerres, des prix Nobel et médailles Fields, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, et elle a même commencé à vendre les bijoux de la couronne, y compris la division d'Alstom qui fabriquait les cuves de nos centrales nucléaires et de nos sous-marins nucléaires à General Electric, notre ami américain, dont on essaye de racheter cette partie, mais voilà. En gros, ça a été signé sous l'autorité d'un ministre des Finances, de l'économie et des Finances, qui s'appelait Emmanuel Macron, si ma mémoire est bonne. Donc, la France est effectivement championne du monde de l'incompréhension en façade, parce que je pense qu'en arrière-scène, enfin je pense,
Oui, c'est ma conviction qu'en arrière-scène, les élites, elles, participent au service et sont au service des parties prenantes des finalités mondialistes qui n'ont pas, on va dire, l'éthique qu'on pourrait attendre. Combien de nos ex-dirigeants vendent leur carnet d'adresses à des entreprises étrangères en se recyclant une fois qu'ils ont quitté l'administration française et le pays qui leur a payé les études. Sur la version papier, qui est beaucoup plus longue, version papier qui sera mise en ligne d'ici quelques jours, vous trouverez dans la rubrique Le Café du Commerce de la 25e heure du site zenith.fr, et je reviens à une phrase de Louis Blanc qui a dit en son temps, c'est-à-dire 1880 environ, « Le bulletin de vote a remplacé la violence dans la rue ». Eh bien, je pense aujourd'hui que nous en sommes même plus à l'inverse. Ni l'un ni l'autre n'ont gain de cause à l'établissement d'une démocratie dictatoriale. C'est le régime vers lequel on va, encore une fois, à mes yeux, et ça n'engage que moi. N'allez pas risquer de perdre un œil ou une main devant une telle démonstration de force du gouvernement au président à usage unique. Le président sait déjà qu'il aura toutes les difficultés à se représenter et le problème du nouvel ordre mondial va être de lui trouver un potentiel remplaçant prêt à aller se faire massacrer à l'Élysée, même si le contrat de retraite qui va avec est fort intéressant. Un groupe de jeunes brillants dont on m'a rapporté la réflexion, jeunes brillants de nationalités différentes, très au fait des affaires internationales, de la géopolitique et ainsi de suite, en sont arrivés à une conclusion qui m'avait échappé, ou du moins que j'avais pas eu l'idée de formuler aussi clairement. Je cite, « Ils auraient voulu foutre le bordel partout en même temps pour arriver à un totalitarisme généralisé qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement. » J'ai rien de mieux à dire, si ce n'est que nous vivons le plus grand changement sociétal depuis 1945. En ce moment, se met en place un totalitarisme le plus subtil et le plus féroce que l'humanité ait connu. C'est le totalitarisme, ça se passe soit violemment, soit dans la douceur, et le plus efficace, c'est ce qui se passe dans la douceur. En restreignant constitutionnellement les libertés publiques et en marginalisant le progrès scientifique. En effet, la pandémie de coronavirus constitue, par ses effets secondaires, un choc équivalent à celui du krach de 1929 qui entraîna la Grande Dépression des années 30. Et je ne vous explique pas la suite, vous la connaissez. Mais je pense qu'aujourd'hui, les effets secondaires du coronavirus, notamment les effets économiques, écologiques et sociétaux, pourraient déboucher sur la même chose. Et donc ce drame est encore plus puissant que ceux qui ont suivi les attentats du 11 septembre ou la faillite de Lehman Brothers. La mondialisation au sens des échanges de marchandises a quasiment pas diminué. Elle s'est très peu grippée. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de bateaux, il n'y a pas assez de conteneurs pour transporter et livrer tout ce que l'on a commandé et acheté chez les Chinois. Et donc, les délais et les prix augmentent. Les Chinois se frottent les mains. Ils ont redémarré plein pot, sauf quelques zones qui sont relocalisées apparemment. Et donc là, je cite Valérie Bugeaud, « La croisade des banquiers commerçants pour s'emparer absolument du pouvoir mondial est en passe de devenir une réalité tangible. La pandémie mondiale agit comme un accélérateur de fusion monétaire par l'effondrement des économies à la fois locales et mondiales. Depuis Bretton Woods, les banquiers globalistes veulent imposer une monnaie mondiale qu'ils contrôleront. Le contrôle technique sera la prochaine marche, tout autant que l'échéance ultime de la domination bancaire absolue. » Voilà le résumé quasiment de cette vidéo et de son bouquin. Et moi, je ferai une comparaison peut-être décalée, mais au même titre que le contrôle technique automobile a eu raison et aura raison des véhicules non conformes à la pensée unique et mortifère des véhicules électriques, eh bien, la prochaine étape pour mettre en place une monnaie virtuelle et électronique, la prochaine étape, elle sera technique. Et je prends une petite citation, celle du président Eisenhower, qui mettait déjà les Américains en garde contre l'influence du complexe militaro-industriel. Était-il déjà le premier complotiste comme le furent dans ce cas Kennedy ou De Gaulle? Donc ma réponse individuelle collective,
Dans l'idéal, il faudrait que par le biais de la démocratie directe cette fois-ci, les peuples reprennent aux élus le pouvoir qu'ils leur ont confié et dont ils abusent, et dont la plupart, excusez-moi, abusent, et en ont fait un métier, une honte. Ensuite, il faudrait que les États ainsi gouvernés reprennent leur liberté vis-à-vis des lobbies et des grands groupes. Juste un exemple, vous prenez des régies municipales d'eau, ou bien des groupements municipaux, elles sont tout aussi efficaces que des sociétés privées, à condition que les employés municipaux ne soient pas aux 32 heures avec des avantages acquis en 1945. En revanche, dans ce cas-là, il faudra trouver une autre façon de financer les campagnes électorales parce que la démocratie, ça a un coût. Donc, vous pouvez, soit à la mode des Gilets jaunes, aller casser du bleu marine, les Champs-Élysées et autres, mais d'une part, au final, c'est vous qui payez et ça ne sert à rien, car la révolution, ça signifie faire un tour complet pour revenir à la même position. Alors, des fois, ça prend un peu plus de temps que d'autres. Il y a des têtes qui tombent au départ, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui change. Surtout, évitez de vous laisser gaver la tête et l'estomac de prêt à consommer. Pensez par vous-même. Dans le cas contraire, tous les possibles sont imaginables, mais surtout plus de totalitarisme, de violence, de pauvreté, de conflits militaires à l'extérieur et de guerres civiles à l'intérieur qui ne sont plus des scénarios à exclure. Donc je vous remercie. Les prochaines vidéos au-delà des coups de gueule seront donc plutôt principalement axées sur les mesures individuelles en tant que réponse et adaptation en temps réel, autant que faire se peut aux événements qui ne sont pas trop durs à imaginer en partant des évidences suivantes, mais comme le pire n'est jamais sûr, surtout quand on y est préparé, avec Zen Crise, mais surtout en pensant par soi-même, je vous présente néanmoins tous mes vœux de bonheur personnel pour 2020 et vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo titrée « Le Mali, ça suffit les conneries », ce qui va donner le ton de l'année prochaine. Merci, à bientôt, merci de m'avoir supporté toute cette année, merci de m'avoir encouragé, merci pour vos pouces en l'air, pour votre fidélité et à bientôt sur cette prochaine vidéo. Bonne année à vous!